En manchette aujourd'hui, accident mortel à Saint-Édouard-de-Fabre et le transport scolaire retardé dans la région. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour et bienvenue parmi nous. On commence avec une malheureuse nouvelle. Une collision frontale a coûté la vie à un automobiliste hier à Saint-Édouard-de-Fabre au Témiscamingue. C'est hier vers 18h30 que la Sûreté du Québec a été appelée à se rendre sur les lieux d'un accident impliquant un véhicule et une camionnette sur le deuxième rang nord, près de l'intersection avec la route 101. Et selon les informations préliminaires, la voiture aurait dévié de sa voie pour une raison encore inconnue avant d'aller heurter la camionnette. À l'arrivée des secours, le conducteur du véhicule, un homme dans la cinquantaine de Shawinigan, présentait des blessures graves. Ce dernier a été transporté au centre hospitalier où son décès a malheureusement été constaté. Et pour ce qui est du conducteur de la camionnette, il n'aurait subi que des blessures mineures. Bon, on l'a vu, l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas épargnée par la tempête hivernale qui s'abat actuellement sur l'est du Québec. Le transport scolaire dans la région s'en retrouve d'ailleurs affecté. Du côté du centre de service scolaire Lac-Témiscamingue, le transport est annulé pour la journée. Ailleurs dans la région, un retard de 4 heures a été décrété pour les centres de service scolaire de Rouyn-Noranda et de l'Or-et-des-Bois. Les organisations confirment d'ailleurs que le transport reprend normalement pour cet après-midi. Et dans la vallée de l'Or, seuls les secteurs de Sainte-Terre et de Louvicourt ont le transport annulé pour la journée. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous dû adapter vos déplacements en raison de la tempête de neige? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. On passe maintenant en environnement. Malgré les inquiétudes des Premières Nations et le soutien de 140 municipalités à travers le Canada, la Commission canadienne de la sûreté nucléaire a octroyé la licence pour le projet de gestion des déchets à Chalk River, une décision que la Première Nation de Québécois dénonce fortement et demande au gouvernement fédéral d'intervenir pour arrêter ce projet très nocif pour l'environnement. On rappelle que l'installation de gestion de déchets près de la surface a pour but de déverser des matières radioactives dans une zone humide. Les déchets vont donc affecter la rivière qui se rend jusqu'au Témiscamingue. Dans le domaine de l'éducation, hier, on apprenait les détails du plan de rattrapage scolaire proposé par le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, pour accompagner les élèves qui ont dû manquer des jours de classe en raison des grèves. Et qu'Emilia, de manière générale, on peut dire que c'est une planification qui est plutôt bien reçue ici dans la région. Tout à fait, Mélissa. Les centres de services scolaires de Rouyn-Noranda et Arikina considèrent que c'est une très bonne nouvelle. Donc, selon eux, c'est un plan flexible qui va permettre à chacune des écoles de pouvoir s'adapter en fonction des besoins des élèves. Donc, sommairement, oui, c'est un plan qui va permettre des heures de tutorat à l'extérieur des heures de classe. Et aussi, il va y avoir des changements dans les épreuves ministérielles. Donc, comme ici dans la région, les élèves ont manqué que 8 jours d'école comparativement à 24 jours un petit peu partout ailleurs dans la province. Le personnel scolaire, oui, se dit satisfait de savoir que le plan va pouvoir être adapté selon leur réalité. Un plan flexible qui offre l'occasion aux écoles et aux centres de services scolaires d'adapter selon la situation de chacune des écoles. C'est un plan qu'on reçoit de façon très positive, beaucoup de consultations, puis plusieurs recommandations qui viennent de différents partenaires du réseau. Puis je pense que ça fait la force de ce plan-là, surtout qu'on a une certaine souplesse et qu'on pourrait adapter à chacun de nos milieux. Et comme le plan de rattrapage entre en vigueur à partir de la fin janvier, qu'Emilia, quelles sont maintenant les prochaines étapes? Oui, donc Mélissa, il faut savoir que c'est un plan qui va s'échelonner sur tout le reste de l'année scolaire. Donc, les écoles vont devoir prendre le temps de bien analyser leurs besoins pour savoir ce qui les convient parfaitement. Donc, on va devoir premièrement repérer les élèves en difficulté et aussi les enseignants qui seraient prêts à offrir de leur aide sur une base volontaire. Donc, je vous laisse entendre le directeur des services éducatifs du Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda.
Hier soir, on a rencontré l'ensemble des directions d'établissement pour leur présenter le plan de rattrapage, répondre aux différentes questions. Et pour l'instant, les directions d'établissement ont 2 semaines pour aller sonder le personnel enseignant, le personnel spécialisé, pour recruter les volontaires. Et on n'écarte aucune possibilité. C'est-à-dire que si les heures veulent se faire après les classes, durant l'heure du midi, avant l'école, ou même pendant la semaine de relâche, ou encore pendant l'été, hein, il y a des cours d'été qui ont été annoncés. Donc maintenant, Mélissa, reste à savoir si des enseignants vont se porter volontaires pour travailler à l'extérieur des heures de classe, donc les soirs ou peut-être pendant la semaine de relâche, oui. On verra ça ce soir. Merci, donc, Kémilia. je vous reviens ce soir avec un reportage complet. Effectivement, merci, Plaisir. Kémilia. On passe en économie maintenant. L'année 2023 a été plutôt laborieuse pour de nombreuses petites et moyennes entreprises. D'après le dernier bilan, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la prochaine année le sera tout autant. À nouveau, Kémilia La Liberté. J'espère me verser un salaire plus souvent que cette année en 2023. Les entrepreneurs vont devoir continuer de se retrousser les manches en 2024. C'est ce que confirme la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante dans son dernier bilan. La pénurie de main-d'œuvre, l'augmentation des charges et la diminution des investissements ont donné du fil à retordre aux petites et moyennes entreprises dans la dernière année. Une pression qui s'est fait ressentir dans la boutique éco-responsable Aki de Val-d'Or. Les prix des produits, les prix des aliments, là, ça a explosé. Donc, de tout vérifier si les produits sont au bon prix aussi pour le client. Donc, ça a été une grande année de défis. L'indice de confiance annuel des entrepreneurs serait aussi drastiquement à la baisse. Mais dans certains secteurs d'activité, l'espoir est encore au rendez-vous. Ça ne m'inquiète pas. Je suis pas inquiet à ce niveau-là. Peut-être comme dans d'autres industries, peut-être, mais la musique n'a pas été touchée comme les autres secteurs. Selon la Chambre de commerce de Val-d'Or, l'Abitibi-Témiscamingue demeure toutefois assez lucrative, malgré les défis que doivent traverser les entreprises. On a la spécificité de vivre dans une région ressource, donc une certaine effervescence au niveau, par exemple, de l'industrie minière et des entreprises qui vont graviter autour de cette industrie-là. La FCEI ne mâche pas ses mots. L'année 2024 sera décisive pour les PME. Plusieurs ressources sont toutefois disponibles pour les entrepreneurs dans la région, notamment en matière d'immigration, rappelle Valérie Gourde de la Chambre de commerce de Val-d'Or. On accompagne nos membres, les entreprises, dans certains projets. On a sorti justement cette année le guide des bonnes pratiques en termes d'immigration. Donc ça, c'est vraiment un outil qui vient aider concrètement les entreprises qui souhaitent se tourner vers l'immigration. On a également offert, par exemple, des dîners-conférences sur des sujets comme tout ce qui est innovation technologique pour faciliter cette transition-là parce qu'il existe des solutions à ce niveau-là aussi. C'est d'ailleurs dans un peu plus d'une semaine, le 18 janvier, que les PME vont devoir rembourser les prêts gouvernementaux qu'ils ont reçus durant la pandémie de COVID-19. Certaines entreprises ont reçu une aide financière pouvant aller jusqu'à 60 000 $. Moi, j'ai fait mes devoirs. J'ai été voir la SADC qui, heureusement, me fait un prêt là, de la moitié là, du prêt COVID, dans le fond, 20 000 $. Sans ça, je fermerais, là, c'est clair. Fait que ça me sauve la vie, là, carrément. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La 4e édition du Festival d'humour émergent d'Abitibi-Témiscamingue lance son appel de projet. Les festivaliers sont donc invités à venir prendre part à l'événement qui se déroule du 26 au 30 juin prochain sous la thématique « La fin du monde ». Les humoristes qui aimeraient partager leur numéro sont conviés à déposer leur projet sur le site. L'événement est également à la recherche déjà de bénévoles. Les Huskies et les Foreurs s'affrontaient hier soir à l'Arena Glencore et les deux équipes de l'Abitibi se sont partagées 3 victoires chacune lors des duels de la 117 cette saison. Plus de 1800 personnes ont bravé la tempête afin d'assister au match. Alexandre Cabana était sur place. Il y avait des nouveaux visages pour ce duel de la 117, notamment le gardien partant des Huskies, Philippe Bourdage, qui vivait un baptême de feu contre les Foreurs. Et c'est commencé sur les chapeaux de roue. Les Foreurs prennent les devants avec 2 buts en seulement 7 tirs. C'est 2 buts de la ligne bleue qui ont raison du nouveau gardien. Mais l'acharnement des Huskies finit par porter fruit en période médiane. Après les buts de Langlois et de Verdon, Daniel Bourroche enfile l'aiguille en avantage numérique. La deuxième période se termine 3-3. Les Foreurs sont partout en début de troisième,
Mais ce sont les Huskies qui frappent en premier. Antonin Véraud, le meilleur pointeur de la LHJMQ, en rajoute. Les Foreurs tirent de l'arrière par 2 buts. William Blackburn continue de sauver les meubles en 3e et ce qui devait arriver arriva. Les Foreurs sont inspirés et tranquillement, ils remontent la pente. On aura une période de prolongation. C'est assez tranquille en prolongation, les 2 équipes sont prudentes au possible. Bill Zonon obtient une chance en or à quelques secondes de la fin, mais non, direction les tirs de barrage. Il n'y aura qu'un seul marqueur dans cette séance et c'est le joueur de la Meurthe, Louis-Philippe Fontaine, qui vient clore le débat avec une feinte on ne peut plus patiente. Maxime Desruisseaux, l'entraîneur des Foreurs, se dit satisfait de l'effort de sa troupe. Les Huskies prennent ainsi l'avance 4-3 au cumulatif des duels entre les 2 équipes. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, bonne nouvelle, l'avertissement de neige est levé, mais la neige va quand même continuer de tomber dans la région avec une accumulation de 2 à 4 cm. Les températures sont plutôt stables avec près de -9 degrés. Et pour ce soir et cette nuit en Abitibi, on a de la faible neige qui va cesser au cours de la nuit. Ensuite, ce sera nuageux comme au Témiscamingue qui aura en plus un 40% de probabilité d'averse de neige. Et côté température, on s'attend à un minimum allant jusqu'à -18 degrés. C'est complet pour ce midi. On se retrouve dès 17h58 ce soir pour le bulletin. D'ici là, bonne journée à vous et surtout faites attention sur les routes.